Je m'appelle Léo Sterling, j'ai 28 ans. Il y a 6 semaines, alors que j'étais encore en train de sombrer profondément dans le chagrin d'avoir perdu mon grand-père, mes parents et mon frère aîné se sont présentés à ma porte avec une équipe d'agents de sécurité pour littéralement me traîner hors de ma propre maison et voler mon héritage. Alors que je me tenais là, essayant d'assimiler l'horrible accident de voiture qui venait d'emporter la seule personne qui m'ait jamais aimé, mon propre père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'es qu'un professeur de musique sans le sou et sans valeur. Donne-nous l'argent ou tu es mort pour cette famille. » Ils se sont moqués de moi devant leurs avocats d'affaires grassement payés, s'attendant à ce que je m'effondre et leur remette un empire de 7 milliards de dollars parce que j'avais toujours été la déception silencieuse, obéissante et invisible de la famille. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. Mon grand-père avait passé des années à ériger en silence une forteresse juridique et financière autour de moi. Et les personnes qui se tenaient dans l'ombre derrière moi ce matin-là n'étaient pas seulement le personnel de maison. Et maintenant, la famille même qui m'a jeté à la rue au milieu de la nuit implore ma clémence alors qu'elle fait face à des conséquences juridiques graves et incontournables. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai mis à genoux une dynastie de milliardaires, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez vraiment en la justice. Et n'oubliez pas de me dire exactement depuis où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a réellement commencé. Je me tenais complètement immobile dans le grand hall caverneux de la propriété de mon grand-père. Mes mains étaient enfoncées profondément dans les poches de mon manteau d'hiver bon marché et usé, mes doigts serraient fermement la clé en laiton froide et lourde qu'il m'avait donnée il y a 1 an. À travers les immenses vitraux sur mesure qui flanquaient les massives portes d'entrée en chêne, je pouvais les voir s'approcher des grilles en fer. Les phares de la Ferrari noire impeccable de mon père et de la Porsche argentée ostentatoire de mon frère Julien fendaient agressivement le brouillard matinal, les pneus crissant violemment sur l'allée de gravier importé. Ils étaient là pour m'expulser. Ils avaient carrément amené des agents de sécurité privés, de grands hommes en costume sombre, s'attendant à une altercation physique. Ils avaient la ferme intention de me jeter sur le béton, tout comme ils l'avaient fait moins de 24 heures plus tôt chez eux. Les lourdes portes en chêne ont soudainement tremblé sous la force brute des poings de mon père. Le son a résonné sous les hauts plafonds du manoir comme des tirs de canon. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé d'un pas. Je suis juste resté là, laissant les lourds coups résonner dans la maison silencieuse, sentant les vibrations du sol en marbre sous mes bottes bon marché. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme erratique d'adrénaline et de peur résiduelle. Mais mon esprit était incroyablement, étrangement clair. Comment un professeur de musique d'école publique, un gars qui budgétisait ses courses au dollar près pour pouvoir payer son loyer, s'était-il retrouvé barricadé dans le manoir fortifié d'un milliardaire, attendant de mener une guerre corporative et juridique totale contre sa propre famille? Pour comprendre ce moment, il faut comprendre la vie misérable et obscure que je menais bien avant que cette clé en laiton ne soit pressée dans ma paume. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais le fantôme de la famille Sterling. J'étais la tache sur un héritage immaculé. Mon père, Arthur Sterling, est un PDG impitoyable et prédateur qui traite notre arbre généalogique exactement comme un organigramme d'entreprise. Si vous ne produisiez pas un rendement financier élevé, si vous n'étendiez pas son influence, vous étiez une perte à passer par profit et perte. Ma mère, Eleanor, ne vivait que pour le country club, les réunions exclusives de copropriété, les galas de charité où elle pouvait porter des colliers à 50 000 $, et le prestige aveuglant du nom Sterling. C'était une femme entièrement faite de marques de créateur et de jugement froid. Et puis il y avait Julien, my frère aîné, l'enfant prodige incontesté. Julien avait 32 ans, était incroyablement beau, farouchement arrogant, et dirigeait une start-up technologique tape à accent grave-l'œil dans la Silicon Valley qui ne produisait absolument rien de valeur réelle. Mais il savait parler. Il savait comment tirer parti des relations de notre père. Et il passait ses week-ends à dilapider la fortune familiale en yacht, table VIP et investissement téméraire. Et moi, j'étais juste Léo. J'enseignais la musique à des collégiens dans une classe étroite et mal ventilée d'un établissement public du centre-ville. Mes journées étaient remplies de l'odeur de vieilles colophanes, de cire pour sol bon marché et des crissements d'enfants de 12 ans massacrant Mozart. Mon salaire de misère couvrait à peine mon loyer mensuel pour un studio, mes courses de base, et l'essence que je mettais dans une Honda Civic de 2012 qui vibrait violemment chaque fois que le compteur dépassait les 95 km/h. Je n'avais pas de plan d'épargne retraite massif. Je n'avais pas de fonds fiduciaire. Je n'avais même pas un compte d'épargne capable de survivre à une urgence médicale. Mais la vérité,
c'est que j'étais heureuse. Je trouvais une beauté véritable dans les petites choses. J'adorais le moment précis où un gamin en difficulté réussissait enfin une gamme difficile au piano, ses yeux brillants de fierté. J'adorais rentrer dans mon appartement tranquille, me préparer une tasse de café bon marché et écrire mes propres partitions jusqu'à ce que mon voisin tape au plafond avec un balai. Mes parents, cependant, considéraient mon bonheur comme une insulte personnelle. Je me souviens d'un dîner de Thanksgiving très précis, il y a 3 ans. Cela est resté gravé dans ma mémoire. Nous étions assis autour de la immense table de salle à manger en acajou sur mesure de mes parents. Les verres en cristal scintillaient un tel lustre. Julian se vantait bruyamment de sa dernière entreprise immobilière commerciale, affichant délibérément une montre en platine qui coûtait plus cher que tout mon revenu annuel. Ma mère hochait la tête, rayonnante de fierté maternelle, lui versant un autre verre de vin à $300. J'ai tendu la main en silence vers le plat de purée de pommes de terre. Mon père a arrêté sa conversation, ses yeux se fixant sur moi comme ceux d'un tireur d'élite. Toute la table est devenue silencieuse. Alors, Léo, a ricané Arthur, en faisant tourner le liquide ambré dans son verre de scotch en cristal. Quand vas-tu arrêter de jouer des comptines et te trouver un vrai travail? Les membres du conseil d'administration commencent à se demander pourquoi mon plus jeune fils vit comme un assisté. C'est embarrassant. Julian a immédiatement renchéri, laissant échapper un rire fort et moqueur. Ne le pousse pas, papa. Il faut bien que quelqu'un apprenne à ces gamins sourds à taper sur un tambourin. De plus, il remboursera probablement ses prêts étudiants de l'université publique jusqu'à ses 70 ans. Laisse le paysan manger ses pommes de terre. Ils ont tous ri. Un rire familial froid, cruel et unanime. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté assis là à mâcher soigneusement ma nourriture, les yeux fixés sur mon assiette, me sentant complètement et totalement invisible. J'ai avalé l'humiliation parce que répliquer ne faisait qu'aggraver les punitions. La seule personne sur cette terre qui ne m'ait jamais regardé comme un mauvais investissement était mon grand-père, Winston Sterling. C'était le patriarche. Il avait bâti tout cet empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien, en commençant par un simple entrepôt logistique dans les années 70. Mais on n'aurait jamais pu deviner qu'il était milliardaire en le regardant. Alors que mes parents s'obsédaient pour les voitures de sport européennes, mon grand-père a conduit la même berline Lincoln noire pendant 15 ans. Il portait des costumes méticuleusement ajustés, mais ils étaient plus vieux que moi. Il ne cherchait à impressionner personne. Il était mon refuge ultime. J'ai passé presque tous les dimanches après-midi de mon enfance dans sa propriété. Nous nous asseyions côte à côte sur le banc de son piano à queue Steinway antique. Ses doigts, bien que ridés et légèrement raidis par l'âge, se déplaçaient sur les touches d'ivoire avec une grâce terrifiante et époustouflante. Il se penchait vers moi, me donnait un petit coup d'épaule et me chuchotait, « Léo, écoute-moi. L'argent peut acheter le plus beau piano du monde. Il peut acheter la salle de concert, mais il ne pourra jamais, au grand jamais, acheter la musique qui vient d'ici. » Il tapotait d'un doigt lourd juste au-dessus de mon cœur. « Ne les laisse jamais acheter ton âme, mon garçon. » Il me préparait. Je ne le savais pas encore. Et puis est venu ce mardi soir qui a brisé tout mon univers en 1 million de morceaux acérés. Il pleuvait. J'étais assis à ma table de cuisine bon marché en formica, penché sur une pile de devoirs de théorie musicale, mon stylo rouge saignant sur les pages. L'appartement était d'un calme de mort, à l'exception du ronronnement de mon vieux réfrigérateur. Quand mon téléphone a vibré sur la table, affichant un numéro inconnu, une pointe de froide angoisse m'a frappé la nuque. J'ai répondu. Léo Sterling, a demandé une voix grave et très officielle à travers le haut-parleur. Ici l'officier Daniels, de la police d'État. Je suis vraiment désolé de vous informer que votre grand-père Winston Sterling a été victime d'une grave collision ce soir. Mon souffle s'est coupé. Est-ce qu'il... Dans quel hôpital, ai-je balbutié, attrapant déjà mes clés de voiture. Le monde s'est instantanément dissous. Mes doigts sont devenus complètement engourdis. Le téléphone en plastique a glissé de mes mains, heurtant le sol en linoléum avec un bruit sec et écœurant qui a brisé l'écran. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine s'est serrée si violemment que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Il n'a pas survécu. Les mots tournaient en boucle dans mon cerveau comme un disque rayé. Mon grand-père n'était pas seulement vivant. C'était une force de la nature.
Il était censé venir au récital d'hiver de mon école le mois prochain. Il était le seul lien qui me rattachait à mon humanité. Je me suis laissé glisser lentement sur le sol, ramenant mes genoux contre ma poitrine, et j'ai pleuré dans le noir jusqu'à ce que ma gorge saigne littéralement. J'étais complètement dévasté, tout à fait inconscient du fait que le pire cauchemar de ma vie m'attendait déjà à l'enterrement. L'enterrement fut un cirque absolument écœurant. Si vous n'avez jamais eu l'extrême malchance d'assister aux funérailles d'un milliardaire, laissez-moi vous en peindre l'effroyable tableau. Ce n'était pas un lieu de recueillement. C'était un événement de réseautage à enjeux élevés, lourdement calculé, enveloppé dans des vêtements de créateurs noirs. Le service avait lieu dans la plus grande cathédrale de la ville. La rue extérieure était entièrement bloquée par une flotte de SUV noirs et une nuée de photographes de la presse locale essayant de prendre des clichés de l'élite de la ville. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur étouffante de centaines de lys blancs et de parfums importés coûteux. Je me tenais près de l'avant, à quelques pieds seulement du cercueil en acajou poli, les yeux brûlants de fatigue et de larmes contenues. Je regardais l'homme qui m'avait pratiquement élevé. Il avait l'air si incroyablement paisible, ses mains croisées proprement sur sa poitrine, vêtu de son costume bleu marine préféré. Mais l'atmosphère dans la nef immense était tout sauf paisible. Elle vibrait de cupidité. Ma mère, Eleanor, papillonnait autour des premiers bancs comme s'il s'agissait d'un gala mondain. Elle ajustait agressivement son lourd collier de perles et se plaignait bruyamment auprès d'un groupe d'épouses du country club. Pouvez-vous franchement croire que Winston s'obstinait à conduire lui-même à son âge? Chuchotait-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Un milliardaire, et il insistait pour se comporter comme un roturier. S'il avait simplement payé un chauffeur privé, oui, Arthur le lui avait dit, nous n'aurions pas à gérer ce terrible désagrément juste avant la période des fêtes. Elle disait cela littéralement à 3 mètres de son corps sans vie. J'ai agrippé le bord du pupitre en bois si fort que mes ongles se sont enfoncés dans le vernis. Je voulais hurler. Je voulais renverser les bancs et les jeter tout dehors sous la pluie. Mon père était encore pire. Arthur n'a pas versé une seule et unique larme. Il se tenait rigide près de la sortie latérale, la mâchoire contractée en permanence, ses yeux acérés balayant constamment la pièce pour faire l'inventaire des politiciens et des PDG qui s'étaient déplacés. Et n'était pas en train de pleurer la perte de son père. Il faisait de l'arithmétique mentale agressive. Je pouvais physiquement voir les calculs défiler derrière ses yeux froids, portefeuilles immobiliers, comptes d'actions, droits de vote d'entreprise, comptes offshore. Il planifiait déjà son couronnement absolu en tant que chef incontesté de l'empire corporatif sterling. Et Julian. Julian était appuyé contre un pilier de marbre à l'arrière, caché derrière ses lunettes de soleil sombre, faisant défiler agressivement du contenu sur son téléphone. Il avait l'air profondément dérangé par toute cette affaire. Quand je n'ai plus pu supporter ce silence, je me suis approché de lui. « Julian », ai-je dit doucement. « Tu tiens le coup ?» Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux de son écran. Il a juste poussé un profond soupir. « Franchement, Léo, j'irai beaucoup mieux quand les avocats auront fini la paperasse et qu'on saura exactement ce qu'on récupère. Mes investisseurs me mettent la pression. Toute cette période de deuil bousille mes prévisions trimestrielles. Je me suis senti physiquement malade. Une vague de nausée m'a submergé, si forte que j'ai dû m'appuyer contre le mur. Je me suis détourné de mon propre frère, suis retourné vers le cercueil et j'ai posé doucement ma main sur le bois poli. Je me suis penché tout près, murmurant une promesse désespérée à mon grand-père. Je te rendrai fier, grand-père, ai-je lâché, les larmes finissant par percer et couler sur mes joues. Je te promets que je ne les laisserai pas effacer qui tu étais. Plus tard cet après-midi-là, alors que la foule s'était enfin dispersée et que le personnel de restauration nettoyait les hors-d'œuvre intacts, ma tante Béatrice m'a coincé dans le couloir. Tante Béatrice était la sœur cadette de mon père. C'était une femme qui jouait toujours le rôle de la gentille pacificatrice maternelle et attentionnée. Elle m'a tendu une tasse de café tiède, ses lourds bracelets en or s'entrechoquant alors qu'elle me tapotait le bras avec un sourire compatissant bien rodé. « Oh, Léo, mon cher petit garçon », a-t-elle roucoulé d'une voix mielleuse et artificielle. C'est tellement difficile pour nous tous. Une telle tragédie. Mais tu sais, nous devons maintenant regarder vers l'avenir. Arthur va subir énormément de stress en reprenant l'entreprise. Julian va avoir besoin de beaucoup de liquidités pour maintenir sa start-up technologique à flot. J'espère que tu ne vas pas créer de frictions inutiles, mon chéri. Préservons la paix, d'accord ? Tu as ton petit travail d'enseignant,
et je suis sûr que ton père te constituera un gentil petit fonds fiduciaire. Rien de fou, juste de quoi t'aider pour le loyer. Ne te mets pas en travers de leur chemin quand le testament sera lu, d'accord? Je l'ai regardé, le café tiède me brûlant les mains. La manipulation psychologique était si incroyablement fluide, si parfaitement rodée. Elle essayait déjà de me mettre sur la touche, semant l'idée que je ne devais pas oser demander un seul centime de ce qui restait. Elle me voulait docile et soumis. J'ai hoché la tête lentement, non pas parce que j'étais d'accord avec ces mensonges toxiques, mais parce qu'à ce moment précis, une prise de conscience terrifiante m'a frappé. J'étais entièrement entouré de vautours. Chaque membre de ma famille planait dans le ciel, attendant que la carcasse refroidisse pour pouvoir la déchiqueter. 2 semaines d'un silence d'agonie s'écoulèrent. 2 semaines de silence radio absolu de la part de mes parents. Aucun appel pour prendre des nouvelles de mon état mental, aucune invitation à dîner pour faire notre deuil en famille, rien. Je me traînais à nouveau dans ma classe d'école publique, me forçant à jouer des gammes avec des enfants de 12 ans, essayant désespérément d'engourdir le poids écrasant du chagrin. Le silence dans mon appartement la nuit était assourdissant. Puis, exactement 14 jours après les funérailles, le coup de téléphone est tombé. C'était Victor Vance, l'avocat personnel de mon grand-père et son confident le plus proche et le plus fidèle. Victor était un requin en costume sur mesure, mais il avait toujours été gentil avec moi. Ce jour-là, pourtant, sa voix était incroyablement formelle, totalement dépourvue de la chaleur qu'il me montrait habituellement lorsqu'il venait à la propriété pour boire du scotch et fumer le cigare. « Léo », a dit Victor d'un ton lourd et sans compromis. « Les procédures judiciaires sont prêtes. Le dernier testament de ton grand-père est prêt à être exécuté. Il a explicitement demandé ta présence ainsi que celle de tes parents et de ton frère demain matin à 9h pile. Dans mon cabinet. » Une angoisse froide et lourde s'est installée au fond de mon estomac. Je me fichais de l'argent. Je supposais honnêtement que mon grand-père m'avait laissé une somme modeste et sentimentale, peut-être 50 000 $ pour rembourser mes prêts étudiants ou de quoi verser un acompte modeste pour une maison en banlieue. Je m'attendais pleinement à ce que tout l'empire de plusieurs milliards de dollars revienne inévitablement entre les mains avides de mon père. Mais le ton sombre et sérieux de Victor suggérait que quelque chose de bien plus lourd se préparait. « Je serai là, Victor », ai-je répondu, la voix légèrement tremblante. « Prépare-toi, Léo », m'a-t-il averti doucement avant de raccrocher. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris lourd et meurtri, menaçant de pluie. Je me suis rendu au cabinet d'avocat de Victor, situé au centre-ville. Le bâtiment était un ancien manoir victorien réaménagé, totalement déplacé au milieu des gratte-ciel de verre moderne. L'air à l'intérieur sentait le cuir riche, le vieux papier et l'argent ancien. Je portais mon seul costume convenable, un blazer bleu marine bon marché acheté sur étagère qui me semblait douloureusement inadéquat. Dès l'instant où ma famille a fait irruption dans la salle d'attente, l'ambiance a changé. Mon père est arrivé comme un ouragan, ajustant agressivement sa Rolex en or d'un coup sec du poignet. Les talons aiguilles de créateur de ma mère claquaient comme des coups de feu sur le parquet, le menton levé au maximum. Julien s'est glissé derrière eux, portant des lunettes de soleil coûteuses à l'intérieur, l'air profondément ennuyé. « Finissons avec ce cirque », a aboyé mon père à la réceptionniste, sans même remarquer ma présence dans le coin. L'assistant de Victor nous a conduits en silence dans une immense salle de conférence aux parois de verre. Une longue et imposante table en chêne dominait l'espace. Mes parents se sont immédiatement dirigés vers le bout de la table, s'appropriant les sièges du pouvoir comme s'ils possédaient déjà le bâtiment. Julien s'est affalé sur une chaise, posant négligemment ses baskets en cuir coûteuses sur le bord du bois poli. Je me suis assis tranquillement dans le coin le plus éloigné d'eux, gardant la tête baissée. Victor Vance est entré dans la pièce. Il n'a pas souri. Il s'est assis à l'autre extrémité de la table, a méticuleusement ajusté ses lunettes de lecture et a ouvert un dossier relié en cuir noir particulièrement intimidant. Il a regardé directement mon père, puis a déplacé son regard vers Julien, et enfin ses yeux acérés se sont fixés sur les miens. La pièce est devenue complètement, terrifiantement silencieuse. La tempête était sur le point d'éclater, et absolument aucun d'entre nous n'était préparé à la dévastation catastrophique qu'elle allait provoquer. Winston Sterling était en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux lorsqu'il a mis à jour ce testament il y a exactement 6 mois, a commencé Victor, sa voix coupant la tension épaisse de la pièce comme un scalpel. Il a subi des évaluations cognitives approfondies par 3 professionnels de santé indépendants. J'étais personnellement présent pour chaque signature.
Il n'y a absolument aucun doute quant à sa capacité juridique. Mon père a agité une main dédaigneuse dans les airs, se penchant en arrière sur sa chaise. Oui, oui, nous savons. Le vieux était vif comme l'éclair jusqu'à la toute fin. Arrête de tergiverser avec les clauses de non-responsabilité juridique et lis simplement le document, Victor. J'ai une réunion du conseil d'administration à midi. Victor a fixé mon père pendant une longue seconde inconfortable. Puis il s'est raclé la gorge et a baissé les yeux vers le papier parchemin lourd. Je, Winston Sterling, saint d'esprit, déclare par la présente que ce document est mon dernier testament, a lu Victor, sa voix résonnant légèrement dans l'acoustique de la pièce vitrée. À mon petit-fils bien-aimé, Léo Sterling, je laisse l'intégralité de mes biens. Cela comprend tous les actifs financiers liquides, toutes les propriétés immobilières, toutes les actions internationales et le contrôle total et incontesté de la Sterling Corporation. La valeur totale de cet héritage est estimée à environ 7 milliards de dollars. Les mots sont restés suspendus dans l'air, 7 milliards de dollars pour moi, pendant 5 secondes étouffantes et pleines d'agonie. Personne dans la pièce ne respirait. Le silence était si absolu que je pouvais entendre le tic-tac de la montre de Victor. Je me suis complètement figé sur ma chaise, le cœur s'arrêtant dans ma poitrine. J'étais absolument certain d'avoir mal entendu. 7 milliards. Moi, le prof de musique qui achète des céréales de marque distributeur. Puis la pièce a explosé comme une bombe. Quoi? Mon père s'est projeté hors de sa chaise en cuir si violemment qu'elle a basculé et s'est écrasée en arrière sur le parquet. Son visage a viré à une teinte cramoisie marbrée et dangereuse, les veines de son cou saillant comme si elles allaient éclater. C'est un mensonge. C'est un document falsifié et frauduleux. Mon père ne m'aurait jamais, au grand jamais, contourné. Je suis le PDG, ma mère a agrippé le bord de la table en chaîne, ses articulations devenant d'un blanc d'os, sa voix montant en un cri strident et hystérique. 7 milliards à un prof de musique de rien du tout? Es-tu fou, Victor? Il ne connaît absolument rien aux finances de l'entreprise. Il ne possède même pas de maison. Il conduit une voiture poubelle. Il va nous ruiner. Julien a arraché ses lunettes de soleil de créateur de son visage et a frappé ses 2 poings sur la table, faisant trembler les verres d'eau. Où bordel est ma part? J'ai besoin de ce capital pour ma start-up. J'ai des investisseurs en capital risque qui me mettent la pression. Ils m'avaient promis un soutien financier. C'est une blague. Victor n'a même pas scié. Il a levé la main, le visage totalement impassible, rayonnant d'une pure autorité juridique. Monsieur Sterling avait anticipé exactement cette réaction. Il a explicitement précisé que sa décision était mûrement réfléchie. Il a laissé une déclaration vidéo pour clarifier son intention. Victor a attrapé une petite télécommande sur la table et a appuyé sur un bouton. Un grand écran haute définition fixé sur le mur du fond s'est allumé. Et soudain, il était là, mon grand-père. Il était assis dans son fauteuil en cuir usé préféré à la propriété, ses mains croisées proprement sur ses genoux. Regardant droit dans la caméra avec une clarté perçante et indéniable. Arthur, Eleanor, Julien, résonna la voix enregistrée de mon grand-père dans la pièce chaotique, faisant instantanément taire ma famille. Si vous regardez ceci, cela signifie que je suis parti. Je vous aime parce que vous êtes de mon sang, mais je ne peux plus ignorer le poison absolu que l'argent est devenu dans vos vies. Arthur, ta cupidité t'a aveuglé. Tu considères cette famille comme une transaction. Eleanor, tu te soucies plus de ton statut social que de tes propres enfants. Julien, tu es imprudent, un but de ta personne est gravement compromis. La vidéo s'est interrompue pendant un battement de cœur, et les yeux de mon grand-père ont semblé balayer la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve. Son expression s'est entièrement adoucie. Léo est différent. Et me rend visite parce qu'il tient vraiment à moi, pas parce qu'il veut un chèque. Il mène sa vie avec intégrité. Il comprend la valeur d'un seul dollar et, plus important encore, la valeur d'une âme humaine. Il portera mon héritage avec dignité. Ne le testez pas, l'écran est devenu noir. Mon père tremblait physiquement d'une rage si pure qu'elle en était terrifiante. C'est de la manipulation psychologique? A-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant directement vers mon visage. Tu as profité de lui, Léo. Tu lui as chuchoté à l'oreille alors qu'il était vieux et confus. Tu l'as empoisonné contre son propre fils. En réalité, Arthur, est intervenu Victor, sa voix descendant d'un octave, devenant glaciale et tranchante comme un rasoir. Votre père savait exactement ce qu'il faisait, particulièrement concernant votre chouchou,
Julien Victor a calmement sorti un autre dossier épais à onglets rouges de sa mallette en cuir et l'a fait glisser sur la longue table jusqu'à ce qu'il s'arrête directement devant mon frère. Winston a mené un audit d'investigation privée et hautement confidentiel de votre start-up il y a 6 mois. Julien, a déclaré Victor, ses yeux fixant le visage paniqué de mon frère. Il savait tout sur les chiffres de revenus falsifiés que vous montriez à vos investisseurs. Il savait pour les comptes offshore aux Caïmans. Il savait que vous avez actuellement une dette de 12 millions de dollars envers des créanciers très désagréables et non réglementés en raison de vos pratiques commerciales illégales. Il ne vous a absolument rien laissé parce qu'il refusait que l'héritage Sterling paie pour vos crimes. Julien est devenu complètement blême. Le sang s'est retiré de son visage, le laissant blanc comme un linge. Il s'est lentement reculé de la table, la bouche grande ouverte sans pouvoir émettre un son. Mon père a regardé le visage terrifié de Julien, comprenant instantanément la vérité. Mais au lieu de tourner sa colère contre son fils criminel, Arthur s'est retourné vers moi, les yeux écarquillés par une fureur maniaque et désespérée. « Ce n'est pas fini », a sifflé Arthur, contournant la table, me dominant d'un ton d'intimidation physique. « Tu penses que tu peux débarquer ici, jouer les victimes innocentes et voler ce qui me revient de droit ? Tu vas le regretter, Léo. Je vais t'écraser. » Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, les yeux fixés sur le mur, quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père. « Viens à la maison. 20h. On règle ça ce soir. » Il n'y avait pas de point d'interrogation. C'était un ordre direct et militaire. Une partie de moi était absolument terrifiée. J'avais l'estomac noué, mais une partie plus profonde et plus forte en moi, celle que mon grand-père avait nourrie, avait besoin de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me détruire. Quand je suis entré dans leur immense manoir, on aurait dit une salle de conseil d'administration préparant une OPA hostile. Mon père arpentait violemment la pièce près de la grande cheminée en pierre, un lourd verre de scotch à la main. Ma mère était assise rigidement sur le bord d'un canapé de créateur, ses yeux froids et acérés comme des poignards. Julien était affalé sur une chaise, un ordinateur portable ouvert, tapant furieusement, de la sueur brillant sur son front. « Assieds-toi », a ordonné mon père, désignant une chaise unique au centre de la pièce. Je ne me suis pas assis. Je suis resté ferme près de l'entrée, les bras croisés sur la poitrine. « Dis ce que tu as à dire, Arthur. » La mâchoire de mon père a frémi à l'usage de son prénom, mais il a gardé sa voix dangereusement calme. « Nous allons régler cette énorme erreur ce soir. Tu vas signer un transfert légal de la propriété en ma faveur. Je gérerai l'entreprise correctement. En échange, je t'accorderai une généreuse rente irrévocable. 10%. Cela représente 700 millions de dollars. C'est plus d'argent qu'un pauvre professeur de musique d'école publique comme toi ne pourrait en dépenser en 10 vies. Tu prends l'argent et tu t'en vas. » Je l'ai regardé, laissant l'incroyable audace de sa demande me submerger. « Tu veux que je trahisse la dernière volonté de mon grand-père ? Tu veux que je remette les clés de l'Empire aux personnes même contre lesquelles il essayait de le protéger ? Ne fais pas l'enfant gâté égoïste. » Léo a soudainement lâché Julien, fermant si violemment son ordinateur que le plastique a craqué. 700 millions, c'est largement suffisant pour que tu t'amuses avec ton petit piano. J'ai besoin du reste de ces liquidités pour sauver ma boîte avant que ces créanciers ne me cassent les jambes. Arrête de jouer les victimes et signe ces foutus papiers égoïstes, ai-je répété, ma voix descendant à un murmure rauque. J'ai fait un pas en avant. Grand-père m'a choisi parce que je ne le considérais pas comme un distributeur de billets. Il m'a choisi parce qu'il savait au fond de lui que vous détruiriez tout ce qu'il a passé 50 ans à bâtir. Vous ne l'aimiez pas. Vous aimiez ses comptes bancaires. Mon père a fracassé son verre de scotch sur la cheminée, le cristal volant en éclats. Il a franchi la distance qui nous séparait en 3 grandes enjambées, me dominant de toute sa hauteur, son haleine empestant l'alcool. Ce n'est pas une question de choix, Léo. C'est une question de loyauté familiale. Tu signes ces papiers tout de suite ou tu franchis cette porte sans absolument rien. Laisse-moi être parfaitement clair. Si tu pars d'ici ce soir sans signer, tu n'es plus mon fils. Tu es mort pour nous. Ne m'appelle pas quand tu crèveras de faim. Ne reviens pas. J'utiliserai tous les avocats que je connais pour t'enterrer sous les procès jusqu'à ce que tu sois ruiné. Le silence dans le grand salon était assourdissant. Mes propres parents exigeaient que je vende mon âme, exigeant que je trahisse le seul homme qui m'ait jamais vraiment aimé pour le prix dérisoire de leur acceptation toxique. J'ai regardé ma mère, espérant désespérément voir un reste d'instinct maternel.
Elle s'est contentée de me fusiller du regard, le visage figé par le botox et la haine. L'argent ne te tiendra pas chaud la nuit, Léo. La famille, c'est pour toujours. J'ai laissé échapper un rire sec et râpeux qui m'a écorché la gorge. Si la famille c'est pour toujours, Eleanor, alors pourquoi me jetez-vous comme une ordure en ce moment même? J'ai tourné le dos et j'ai franchi la porte. Derrière moi, mon père a hurlé que j'étais un homme mort. La lourde porte d'entrée a claqué, le son résonnant sèchement dans l'air glacial de la nuit. J'étais complètement seul, officiellement renié, et pratiquement sans domicile. Mais en marchant vers ma vieille voiture cabossée, j'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai serré la clé froide en laiton que mon grand-père m'avait donnée. Je ne faisais pas que m'éloigner d'eux. Je marchais directement vers la guerre. J'ai conduit sans but sur les routes sombres et sinueuses pendant 1 heure. Ma vieille Honda Civic peinait à gravir les collines escarpées vers les hauteurs riches et isolées de la ville. Le chauffage de la voiture était en panne et l'air glacial de la nuit s'infiltrait par les conduits, me glaçant jusqu'aux os. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes articulations étaient devenues complètement blanches et mes poignets me faisaient souffrir. Je n'avais absolument nulle part où aller. Mon bail pour mon minuscule studio se terminait dans 2 jours et mon père m'avait explicitement dit que j'étais mort pour eux. Je savais qu'il le pensait. Si je retournais à mon appartement, Arthur ferait geler mes maigres comptes bancaires par ses avocats dès le matin, par pure méchanceté. Quand les massives grilles en fer forgé de la propriété Sterling sont enfin apparues dans mes phares, un nœud lourd et étouffant s'est formé dans mon estomac. Les grilles se dressaient comme des sentinelles silencieuses et intimidantes dans le brouillard. J'ai arrêté la voiture devant le clavier de sécurité lumineux. D'une main tremblante, j'ai baissé la vitre et j'ai inséré la lourde clé en laiton dans la fente de débrayage manuel. Le mécanisme a grogné d'un ronronnement mécanique profond et les lourdes grilles se sont lentement ouvertes, m'invitant à entrer. J'ai remonté la longue allée sinueuse de gravier, flanquée de chênes centenaires qui semblaient s'incliner dans l'obscurité. J'ai garé ma Civic cabossée juste devant l'allée circulaire, la voiture bon marché ayant l'air absurdement déplacée devant le manoir de plusieurs millions de dollars. J'ai attrapé mon unique sac de sport sur le siège passager et j'ai gravi les grandes marches de pierre. Quand j'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée et suis entré dans le hall immense, l'odeur familière d'encaustique au citron, de vieux livres et de cèdre m'a frappé comme un coup physique. Cela sentait exactement mon enfance. Cela sentait la sécurité. Cela le sentait, lui. Monsieur Léo, j'ai sursauté, laissant tomber mon sac de sport avec un bruit lourd. Sortant doucement de l'ombre près du grand escalier se tenait Thomas. Le majordome en chef qui gérait la propriété et la vie de mon grand-père depuis plus de 30 ans. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, profondément fatigué, mais ses yeux étaient incroyablement vifs et parfaitement alertes. Thomas, ai-je soufflé, l'écrasante tension quittant soudainement mes épaules. Je pensais que tout le monde serait parti. Je pensais que le personnel avait été licencié. Votre grand-père avait anticipé de graves problèmes de la part de votre père, a dit doucement Thomas, s'approchant pour ramasser sans effort mon lourd sac. Il nous a laissé des instructions très explicites. Si quoi que ce soit lui arrivait, cette maison devait immédiatement être placée sous verrouillage de sécurité complet pour vous protéger. Vous êtes le véritable héritier de cette famille, monsieur. Tout le personnel est avec vous. Nous vous attendions. Des larmes ont piqué le coin de mes yeux. Mon grand-père avait toujours de l'avance sur tout le monde. Le lendemain matin, le manoir semblait entièrement différent. Ce n'était plus seulement une maison de deuil. Elle avait été transformée du jour au lendemain en un centre de commandement lourdement fortifié. Je suis entré dans le grand bureau lambrissé de bois pour y trouver un véritable conseil de guerre qui m'attendait. Victor Vance était déjà là, étalant agressivement des documents juridiques complexes sur le bureau en acajou. À côté de lui se tenait Sarah, la chef cuisinière et gouvernante de la famille, serrant une petite boîte en bois très usée contre sa poitrine. Debout avec assurance près de la fenêtre se tenait Elena Rustova, la brillante et impitoyable directrice des opérations de la Sterling Corporation. Et enfin, Philippe, le gestionnaire de fortune de mon grand-père, intensément strict et profondément paranoïaque, démarrait un ordinateur portable hautement crypté. « Bonjour, Léo », a dit Victor d'un ton professionnel, m'invitant à m'asseoir dans le lourd fauteuil en cuir au bout du bureau. « Nous avons énormément de pain sur la planche avant que ton père ne tente officiellement de te détrôner. » Elena s'est avancée, posant un épais classeur à code couleur sur le bureau avec un bruit sourd. « Votre grand-père m'a briefé sur cette éventualité précise il y a des mois, Léo. Les principaux actifs de la société sont actuellement sécurisés,
mais Arthur va absolument tenter une OPA hostile en utilisant ses acolytes du conseil d'administration. Il va essayer de bloquer ton accès au capital. J'ai déjà initié les protocoles financiers défensifs. Tu es le actionnaire majoritaire maintenant. Nous allons vider son influence vote par vote. Sarah s'est avancée ensuite, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle me tendait la boîte en bois. Ses yeux étaient humides de larmes contenues. Votre grand-père m'a demandé de cacher ceci dans le coffre-fort du garde-manger. Ce sont les journaux intimes de votre grand-mère. Elle a méticuleusement documenté chaque fois qu'Arthur est venu demander un renflouement. Chaque fois que Julien a volé des antiquités de la propriété pour payer ses dettes, et chaque fois que vous êtes venu simplement pour vous asseoir et leur faire la lecture quand ils étaient malades. C'est la preuve écrite et indéniable de votre caractère dont n'importe quel juge aura besoin pour rejeter l'inévitable procès d'Arthur. J'ai senti une énorme boule se former dans ma gorge. J'ai caressé le cuir usé des journaux. Mon grand-père savait que ce jour catastrophique arriverait. Il avait bâti un mur impénétrable de personnes incroyablement capables et farouchement loyales autour de moi pour s'assurer que je ne tombe pas quand les loups attaqueraient. Mais ce sentiment fugace de sécurité absolue fut violemment brisé moins d'une heure plus tard. Mon téléphone posé sur le bord du bureau en acajou a vibré bruyamment. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'était une capture d'écran d'un virement bancaire montrant un dépôt de 10 000 $. Sous l'image, il y avait un texte, « Julien sait que tu te caches à la propriété. Il m'a payé 10 briques pour avoir ton emploi du temps quotidien de prof, les clés de ton appartement et les codes des grilles de sécurité que tu m'avais données l'année dernière en cas d'urgence. Désolé, Léo, mais j'ai une hypothèque à payer. Ce ne sont que les affaires, j'ai fixé l'écran lumineux, le sang se glaçant complètement dans mes veines. Le SMS venait de Derek. Derek était l'autre professeur de musique de mon collège. Nous déjeunions ensemble dans la salle de pause chaque jour. Je lui avais payé une bière il y a littéralement 3 jours pour fêter son anniversaire. Nous nous étions plaints ensemble de nos bas salaires. Et pourtant, Julien avait contacté mon seul véritable ami et acheté sa loyauté absolue pour un misérable billet de 10 000 $. Une sombre et glaciale prise de conscience m'a envahi tout entier. C'était l'effroyable réalité de 7 milliards de $. Cela corrompait absolument tout ce que cela touchait. Cela transformait des parents proches en prédateurs venimeux et des meilleurs amis en vulgaires espions d'entreprise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur comme un enfant. J'ai juste regardé le message, supprimé le contact, bloqué le numéro, et posé le téléphone face contre terre sur le bureau. J'ai levé les yeux vers Victor, Elena et Thomas. Le dernier vestige du professeur de musique naïf, tranquille et facile à intimider s'est consumé à ce moment précis. Mon cœur s'est endurci comme de la pierre. Thomas, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, dénuée de toute émotion. Changez immédiatement chaque code de grille de la propriété. Verrouillez le périmètre. Appelez la société de sécurité privée et doublez l'équipe de garde. Ils viennent pour nous et j'avais absolument raison, car la véritable tempête, l'affrontement explosif final, était sur le point de frapper à la porte. Le matin de la confrontation finale s'est levé sous une couverture lourde et de brouillard gris qui envahissait les collines de la propriété. L'air extérieur était glacial. Le genre de froid humide et mordant qui s'infiltre directement dans vos os. À l'intérieur du manoir, pourtant, l'atmosphère était électrique. Nous n'étions pas seulement en train d'attendre. Nous tenions la ligne. Je me tenais au centre du hall de marbre massif, fixant les immenses portes en chêne. L'horloge dans le coin faisait entendre son tic-tac bruyant, résonnant dans l'espace caverneux comme un battement de cœur. Chaque battement était un compte à repas vers le moment exact où ma famille tenterait de mettre ma vie en pièces. Thomas avait intentionnellement laissé les grandes grilles de fer au bas de l'allée non verrouillée. Nous savions qu'ils arrivaient. Nous voulions qu'ils marchent directement au centre de la toile. À travers les vitres latérales givrées, j'ai vu les phares en premier. Ils perçaient l'épais brouillard matinal comme des yeux de prédateurs. La Ferrari noire de mon père a rugi en remontant l'allée circulaire, le moteur vrombissant inutilement fort, une démonstration ostentatoire de richesse et de domination. Juste derrière lui se trouvait la Porsche argentée de Julien, les pneus projetant violemment du gravier lorsqu'il a écrasé les freins. Le SUV de luxe de ma mère s'est arrêté en dernier, conduit par un agent de sécurité privé. Ils étaient arrivés comme une armée d'invasion, s'attendant pleinement à conquérir un château vide et sans défense.
Le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée a frappé contre le bois. Une fois, 2 fois, 3 fois. La violence pure des coups a fait trembler les vitraux dans leur cadre. Ouvre cette porte, Léo, la voix de mon père a tonné depuis le porche, étouffée, mais impossible à confondre. Je sais que tu te caches là-dedans. Ouvre cette foutue porte avant que je demande à mes hommes de la dégonder, j'ai pris une inspiration lente et stabilisatrice. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Victor Vance, Elena Rustova et quelques autres étaient parfaitement positionnés dans l'ombre du salon formel adjacent, complètement hors de vue depuis l'entrée principale. Thomas se tenait rigide près du grand escalier, les mains croisées derrière le dos, semblable à une sentinelle de pierre. J'ai fait à Thomas un seul bref signe de tête. Thomas s'est avancé, ses chaussures en cuir totalement silencieuses sur le marbre, et a doucement déverrouillé les lourds verrous de sécurité. Il a grand ouvert les portes massives. Le vent glacial s'est engouffré dans le hall, amenant ma famille avec lui. Mon père, Arthur, a franchi le seuil en premier. Il portait un costume anthracite sur mesure, le visage congestionné par une colère rouge et sombre. Il a regardé autour du grand hall comme s'il possédait déjà l'acte de propriété. Ma mère, Éléanore, le suivait de près, serrant un manteau de vison de très grand prix autour de ses épaules, le nez plissé dans un dédain absolu. Julien est entré le dernier d'un pas arrogant, tenant un épais dossier jaune. Un sourire féroce était plaqué sur son visage. Et fermant la marche juste derrière eux, serrant un sac à main de créateur, se tenait tante Béatrice, portant son masque habituel de fausse sollicitude maternelle. Eh bien, a ricané Arthur, s'invitant directement dans mon espace personnel. Il m'a toisé de haut en bas, détaillant mon jean bon marché et mon pull usé. Regardez-moi le petit prof de musique qui essaie de jouer au châtelain. Tu pensais franchement que changer les codes des grilles m'arrêterait? Je possède la société de sécurité qui les a installés. Tu es complètement dépassé, Léo, je n'ai pas bougé d'un pouce. J'ai gardé mes mains dans mes poches, l'expression entièrement vide. C'est une propriété privée, Arthur. Vous êtes en infraction. Ma mère a laissé échapper un rire strident et moqueur qui a résonné terriblement sous les hauts plafonds. Propriété privée? Oh, je t'en prie, Léo, arrête de te ridiculiser. Cette maison appartient à la famille Sterling. Tu n'es qu'une note de bas de page dans cette famille. Tu n'as même pas les fonds pour entretenir les jardins de cette propriété pendant une semaine, sans parler de payer les impôts fonciers. Regarde-toi. Tu as l'air d'un sans-abri qui est entré là par hasard. Julien s'est avancé agressivement, tapotant le dossier jaune contre sa paume. C'est fini, Léo. La petite partie de cache-cache est officiellement terminée. Je t'ai dit que j'avais besoin de ce capital et tu as cru que tu pouvais juste verrouiller les portes et te planquer. J'ai un pote au conseil d'administration de ta banque. Il est déjà en train de faire les démarches pour geler chaque compte associé à la succession en attendant notre litige juridique massif. Tu ne pourras même pas t'acheter une tasse de café d'ici midi aujourd'hui. Julien s'est penché plus près, sa voix descendant à un chuchotement provocateur. Et au fait, Derek te passe le bonjour. 10 briques, c'est tout ce qu'il a fallu pour que ton meilleur pote me balance tout ce que j'avais besoin de savoir sur ta misérable petite vie. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as absolument rien. L'autosatisfaction absolue qui émanait d'eux était stupéfiante. Ils étaient si incroyablement confiants dans leur victoire. Ils avaient passé leur vie entière à utiliser l'argent comme une arme pour soumettre les gens. Et ils s'attendaient pleinement à ce que je tombe à genoux pour implorer leur pardon. Ils pensaient que mon silence était de la peur. Ils ne réalisaient pas que c'était le calme avant l'exécution. Tante Béatrice est sortie de derrière ma mère, affichant son visage le plus doucereux et écœurant. Elle a tendu la main pour essayer de toucher mon bras. Léo, mon chéri, écoute ton père, s'il te plaît. Tout cela devient incroyablement laid. Nous ne voulons pas te voir ruiné dans une salle d'audience. Signe simplement les papiers de transfert. Arthur est prêt à t'accorder une petite pension. Tu pourras retourner à ta petite vie tranquille en enseignant à tes élèves et nous pourrons laisser toute cette terrible méchanceté derrière nous. Nous sommes une famille après tout. Tu ne veux pas détruire notre famille, n'est-ce pas? J'ai regardé Béatrice, puis ma mère, puis Julien, où enfin mes yeux se sont fixés sur le regard furieux de mon père. J'ai senti mon cœur ralentir. La peur qui avait contrôlé toute mon enfance avait entièrement disparu, s'était complètement évaporée. Vous voulez que je signe les papiers, ai-je demandé, ma voix calme,
posé et résonnant clairement dans le grand espace. Immédiatement, a ordonné Arthur, claquant des doigts vers Julien, qui a aussitôt sorti une épaisse liasse de documents juridiques et un stylo plume de luxe du dossier. Transfère-moi les droits de l'entreprise, les actifs liquides et l'immobilier. Tu récupères un chèque d'1 million de dollars et tu passes cette porte. Si tu refuses, mon équipe de sécurité t'expulsera physiquement des lieux, et mon équipe juridique s'assurera que tu passes les 10 prochaines années devant le tribunal fédéral jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. Mon père m'a presque enfoncé les documents dans la poitrine. Signe-les, Léo. Arrête de prétendre que tu es quelqu'un que tu n'es pas. J'ai pris les documents de sa main. J'ai baissé les yeux vers le papier blanc, l'encre noire et lourde exigeant l'abandon de toute l'œuvre de la vie de mon grand-père. J'ai tenu les papiers pendant un lourd moment, laissant le silence s'étirer, les laissant se repaître complètement de leur victoire. Mon père a croisé les bras, un sourire suffisant apparaissant enfin à travers sa colère. Julien a ricané dans sa barbe. Il pensait avoir gagné. Puis, très calmement, très délibérément, j'ai saisi le haut des documents. J'ai déchiré les pétas de papier parfaitement en deux. Le bruit du papier déchiré a été incroyablement fort dans le hall silencieux. Le sourire de mon père a instantanément disparu. La mâchoire de Julien est tombée. Ma mère a eu un hoquet de surprise, portant la main à ses perles. J'ai laissé les morceaux de papier déchirés voltiger sur le sol en marbre, s'éparpillant sur les chaussures cirées de mon père. J'ai fait un pas en avant, comblant la distance qui nous séparait, regardant mon père droit dans les yeux, sans une seule once de peur. Je ne prétends rien, Arthur, ai-je dit, ma voix vibrant d'une autorité glaciale que je ne me savais pas posséder. Je suis l'actionnaire majoritaire de la Sterling Corporation. Je suis le seul propriétaire légal de cette propriété, et vous vous tenez dans ma maison. Le visage de mon père s'est crispé dans une rage absolue. Il a levé la main, serrant le poing, s'avançant pour me frapper. Espèce de petit bâtard ingrat. Je vous conseille vivement de baisser la main, Arthur, à moins que vous ne vouliez ajouter l'agression criminelle à votre liste rapidement croissante d'accusations pénales. La voix ne venait pas de moi. Elle venait de l'ombre du salon. Le piège s'était enfin refermé. Victor Vance est sorti de l'ombre, les talons de ses chaussures en cuir claquant sèchement sur le marbre. Il tenait une tablette noire et élégante dans ses mains. Mais il n'était pas seul. Suivant de près l'avocat se tenait un homme grand et incroyablement imposant aux cheveux argentés, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. C'était le juge David Maxwell, le président de la Cour suprême de l'État, et le plus ancien et le plus cher ami de mon grand-père. Et sortant juste derrière le juge, portant un uniforme de cérémonie complet avec de lourds badges en laiton brillants sur sa poitrine, se tenait le chef de la police Reynolds, flanqué de 2 agents en uniforme lourdement armés. Le choc absolument ahurissant qui s'est peint sur les visages de ma famille est une chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Le sang s'est totalement retiré du visage de mon père, le laissant d'une nuance de gris écœurante. Ma mère a trébuché en arrière, se prenant les pieds dans l'ourlet de son manteau de vison. Julien a laissé tomber son stylo de luxe sur le sol, ses yeux se tournant frénétiquement vers la porte d'entrée comme s'il calculait s'il pouvait s'enfuir. Victor, a balbutié mon père, sa voix soudainement faible, sa superbe corporative s'effondrant instantanément. David. Qu'est-ce que... Quelle est la signification de tout ceci? C'est une affaire de famille privée, il n'y a absolument rien de privé là-dedans, Arthur, a déclaré le juge Maxwell, sa voix résonnant du poids lourd et terrifiant de la loi. Winston m'a demandé personnellement de superviser l'exécution de son testament final pour s'assurer que vous ne tentiez pas exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. Les documents que vous venez d'essayer de forcer votre fils à signer sont légalement qualifiés d'extorsion. Le testament est inattaquable. Il est blindé. Léo est le seul héritier. Vous n'avez aucune réclamation. Aucune mais. Mais l'entreprise, a couiné Julien, la voix chevrotante. J'ai des membres du conseil d'administration prêts à geler les comptes. Elena Rustova est apparue dans la lumière, le visage figé dans un masque d'efficacité corporative impitoyable. En fait, Julien, non. J'ai tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration à 6 heures ce matin. Lorsque j'ai présenté les rapports d'expertise financière, prouvant que vous aviez détourné des fonds de votre propre start-up et tenté de corrompre un professeur d'école publique pour acquérir les codes de sécurité de cette propriété. Le conseil a voté à l'unanimité pour rompre définitivement tous les liens avec vous et votre père. Vos comptes ne sont pas gelés, Julien. Ils sont vides.
Et Arthur, depuis 2 heures, vous êtes définitivement démis de vos fonctions de PDG. Arthur a eu l'air d'avoir reçu une balle en pleine poitrine. Il a titubé en arrière, saisissant le bord d'une table en marbre pour s'empêcher de s'effondrer. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai construit l'infrastructure moderne de cette entreprise. Je suis un sterling, vous êtes un risque financier, a répondu froidement Helena. Tante Béatrice, réalisant que le navire coulait rapidement, a immédiatement tenté de changer de camp. Elle a joint les mains, des larmes perlant dans ses yeux alors qu'elle me regardait. Léo, oh mon Dieu, je n'avais aucune idée qu'ils allaient faire ça. Je leur ai dit de te laisser tranquille. J'ai essayé de te protéger, mon gentil garçon. Tu sais que je t'aime. Victor a laissé échapper un rire sec et sans humour. Il a tapoté l'écran de sa tablette. Un enregistrement audio a rempli le hall avec une clarté cristalline. C'était l'enregistrement d'un appel téléphonique. La voix de Béatrice, Arthur, écoute-moi. Le gamin est faible. Il est tendre. Coince-le simplement à la maison. Menace de le couper complètement et il va craquer. Assure-toi simplement que lorsqu'il aura signé pour les 7 milliards, mon fonds fiduciaire soit augmenté de 50 millions. Je joue la gentille tante en ce moment, mais je veux ma part. L'audio s'est coupé. Le silence qui a suivi était étouffant. La bouche de Béatrice est restée grande ouverte dans une horreur silencieuse. Elle me regardait, complètement démasquée, son masque totalement détruit. C'est vous qui leur avez dit de me jeter à la rue, ai-je dit doucement, la regardant avec un dégoût pur. Vous m'avez vendu pour une augmentation de votre fonds fiduciaire. Vous êtes tout aussi pourri qu'eux. But we were not done. We were not even close to done. Cela couvre l'extorsion d'entreprise et la manipulation psychologique, a déclaré le chef de la police Reynolds, s'avançant, posant ses mains lourdes sur son ceinturon. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici ce matin, Arthur. Mon père a avalé sa salive péniblement, de la sueur coulant pratiquement sur son front malgré l'air glacial venant de la porte ouverte. Chef Reynolds, je peux tout expliquer. Et Thomas, ai-je interrompu, la voix tranchante. Montrez-leur. Thomas s'est dirigé vers le mur près du grand escalier et a appuyé sur un panneau caché. Un grand écran de sécurité haute définition a glissé de derrière un tableau. Thomas a appuyé sur le bouton d'une télécommande. L'écran s'est allumé. Les images étaient d'une netteté parfaite en vision nocturne noir et blanc, avec un horodatage dans le coin inférieur. C'était daté de la nuit même des funérailles de mon grand-père, à 3 heures du matin. L'angle de la caméra provenait du coin supérieur du bureau privé de mon grand-père. Sur l'écran, 3 silhouettes se sont glissées dans la pièce. C'était mon père, ma mère et Julien. Ils tenaient de lourds sacs de sport en toile. Nous sommes tous restés en silence à regarder mon père forcer le bureau en acajou antique avec un pied de biche. Nous avons regardé ma mère fourrer avec empressement les broches en diamant de ma grand-mère, des montres Rolex de collection et de lourds lingots d'or dans son sac à main de créateur. Nous avons vu Julien forcer le coffre-fort mural et y vider des liasses d'obligations aux porteurs et des documents corporatifs confidentiels. Il pillait la propriété comme de vulgaires criminels de rue, volant des millions de dollars d'actifs impossibles à tracer quelques heures seulement après avoir mis en terre l'homme qui les avait gagnés. Ma mère a laissé échapper un hoquet guttural et terrifié, se couvrant la bouche des 2 mains en se regardant sur l'écran. Julien a reculé jusqu'à ce que son dos heurte la porte d'entrée, ayant l'air d'être sur le point de vomir sur ses propres chaussures. Vol de succession, violation de domicile, vol qualifié et conspiration en vue de commettre une fraude d'entreprise, a énuméré le chef Reynolds, sa voix résonnant fortement dans le hall. Nous avons la vidéo haute définition. We have the digital footprint. We have the log of the get code you used to sneak in. Vous risquez un minimum de 15 à 20 ans dans une prison fédérale, Arthur. Les genoux de mon père ont fléchi physiquement. Il s'est effondré sur le sol en marbre, ce PDG incroyablement puissant et impitoyable réduit à l'état de coque tremblante d'un homme. Il a levé les yeux vers moi, le regard écarquillé par une terreur absolue, des larmes coulant enfin sur son visage. Léo, s'il te plaît, a supplié Arthur, la voix brisée, tendant une main tremblante vers moi. S'il te plaît, mon fils. Je suis ton père. C'est ta mère. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous envoyer en prison. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Nous quitterons l'État. Nous te donnerons tout. S'il te plaît, ne les laisse pas nous arrêter. Ma mère est tombée à genoux juste à côté de lui, sanglotant de manière hystérique, ruinant complètement son maquillage coûteux.
Je me techniquement au-dessus d'eux, regardant ces personnes qui avaient fait de ma vie entière un enfer. Ces personnes qui s'étaient moquées de mes passions, m'avaient isolé, m'avaient jeté dehors dans la nuit glaciale et avaient tenté de voler la seule bonne chose qui m'ait jamais été donnée. J'ai regardé leurs larmes, et pour la première fois de mes 28 ans de vie, je n'ai absolument rien ressenti pour eux. Pas de colère, pas de pitié, juste un vide profond et lourd. La famille c'est pour toujours, ai chuchoté, répétant les mots exacts que ma mère m'avait crachés au visage lorsqu'elle m'avait jeté hors de sa maison. N'est-ce pas ce que tu m'as dit, Éléanore? Mais voyez-vous, ma famille est morte dans un accident de voiture il y a 6 semaines. Vous n'êtes que des étrangers en infraction dans sa maison. J'ai levé les yeux vers le chef Reynolds. Chef, ils sont à vous. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce voyage. Maintenant, terminons cela. Alors que les policiers s'avançaient, sortant les menottes en acier lourd de leur ceinturon, la réalité de la situation a fini par s'abattre sur Julian. Il a paniqué. Il a bousculé ma mère à travers les portes d'entrée restées ouvertes et a sprinté vers sa Porsche. Il n'a même pas atteint les marches avant que 2 autres policiers en civil ne le plaquent directement sur le gravier gelé, lui bloquant les bras derrière le dos. Mon père n'a pas lutté. Il est juste resté agenouillé sur le sol, pleurant ouvertement, ses poignets enserrés dans les menottes de fer. Ma mère hurlait mon nom encore et encore tandis qu'elle était traînée vers la sortie, son manteau de vison traînant sur le sol. Tante Béatrice est restée complètement figée dans le coin, sanglotant en silence pendant que Victor lui remettait une ordonnance d'éloignement légal, lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de l'entreprise pour toujours. Je me tenais sur le seuil, regardant les gyrophares rouges et bleus des voitures de police illuminer le brouillard épais tandis qu'ils emmenaient mes parents et mon frère. Les massives grilles de fer se sont refermées lentement derrière eux dans un lourd fracas métallique. La guerre était finie et j'avais gagné. Mais alors que les gyrophares disparaissaient dans le brouillard matinal, le poids absolument écrasant de tout ce qui venait de se passer s'est abattu sur ma poitrine. Je me suis retourné, regardant le grand hall vide, et je me suis enfin laissé respirer. Le silence qui s'est abattu sur la propriété après que les voitures de police eurent disparu sur la route sinueuse était absolu. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant de la peur avec lequel j'avais grandi. C'était le silence propre et clair d'une tempête qui s'était enfin calmée. J'ai refermé les lourdes portes en chaîne, les verrous métalliques épais s'enclenchant dans leur logement avec un clic permanent et satisfaisant. Je suis resté dans le hall pendant un long moment, fixant simplement l'endroit exact sur le marbre où mon père était tombé à genoux pour implorer ma clémence. Ma poitrine se soulevait, ma respiration sortant par saccades tremblantes et irrégulières. J'ai senti une vague de fatigue soudaine et écrasante s'abattre sur moi, si intense que mes genoux ont failli se dérober. Soudain, une main chaleureuse et ferme s'est posée sur mon épaule. C'était Victor. « Tu as tenu bon, Léo », a dit doucement Victor, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Ton grand-père savait que tu avais ce genre de trempe en toi. Il avait juste besoin que tu t'en rendes compte par toi-même. Thomas est apparu à mes côtés, tenant un verre d'eau, sa posture légèrement plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le périmètre est entièrement sécurisé, monsieur. La propriété vous appartient strictement désormais. Ils ne remettront plus jamais les pieds ici. J'ai pris le verre d'eau, mes mains tremblant légèrement alors que l'adrénaline quittait lentement mon organisme. J'ai regardé autour de moi, Victor, Thomas, Elena et Sarah. Ils avaient risqué leur propre réputation professionnelle et leur sécurité personnelle pour se dresser entre moi et une famille de prédateurs d'entreprise. Ce n'étaient pas seulement des employés ou des avocats. Ils étaient le bouclier que mon grand-père avait forgé pour moi. Merci, ai-je réussi à chuchoter, la voix brisée. À vous tous. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon chaotique et épuisant de briefings juridiques de haut niveau, de prise de contrôle d'entreprise et d'un examen médiatique intense. La nouvelle de l'arrestation d'Arthur Sterling pour vol qualifié et extorsion d'entreprise a frappé les chaînes d'information financière comme un séisme localisé. L'action de la Sterling Corporation a temporairement chuté, Mar, Elena et moi étions impitoyablement préparés. Nous avons exécuté une transition de pouvoir sans faille.
lors de ma toute première réunion du conseil d'administration en tant qu'actionnaire majoritaire, assis dans le grand fauteuil en cuir au bout de la table de verre, j'ai regardé les cadres qui avaient soutenu mon père pendant des décennies. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé du poing sur la table. J'ai simplement licencié chaque membre du conseil d'administration qui avait fermé les yeux sur les pratiques contraires à l'éthique d'Arthur, en les remplaçant par une coalition diversifiée de dirigeants innovants et ambitieux qu'Elena avait personnellement sélectionnés. La déchéance de ma famille biologique fut rapide, absolue et entièrement auto-infligée. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour les détruire. Le système judiciaire et leurs propres dettes financières catastrophiques ont fait le plus gros du travail. 6 mois passèrent et la poussière commença enfin à retomber. J'étais assis dans le bureau de mon grand-père, en train d'examiner une pile de subventions philanthropiques, quand Victor est entré, posant un épais dossier jaune sur mon bureau. Les dernières mises à jour sur les procédures pénales et civiles, a annoncé Victor, prenant place en face de moi. J'ai pensé que tu aimerais tourner la page. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, fixant le dossier. Donne-moi le résumé, Victor. Je ne veux pas lire leur nom. Victor a hoché la tête en ouvrant le dossier. Ton père, Arthur, a accepté un accord de plaider coupable pour éviter un procès public et embarrassant. Il a plaidé coupable de vol qualifié, de fraude d'entreprise et d'extorsion. Il a été condamné à 8 ans de prison fédérale dans un établissement à sécurité minimale. Ses actifs personnels, ceux qui n'étaient pas liés à l'entreprise, ont été liquidés pour payer d'énormes amendes au fisc. J'ai ressenti un étrange pincement au cœur, non pas de tristesse, mais d'une profonde pitié. L'homme qui m'avait terrorisé, qui se prenait pour un dieu parmi les hommes, n'était plus qu'un détenu avec un numéro, dépouillé de ses costumes et de ses Rolex. Et ma mère, ai-je demandé doucement. Eleanor a évité la prison en coopérant avec les autorités et en témoignant contre Arthur, a répondu Victor, une pointe de dégoût dans la voix. Cependant, le scandale l'a complètement ruinée socialement. Elle a été officiellement bannie du country club, évincée de tous les conseils d'administration caritatifs, et elle a été forcée de vendre le manoir pour couvrir ses frais de justice de plus en plus élevés. Elle vit actuellement dans un appartement de 2 chambres beaucoup plus modeste dans un autre état. Elle a essayé de te contacter par courrier à 14 reprises. J'ai intercepté et détruit chaque lettre comme convenu. Continue à les détruire, ai-je dit sans hésiter. Qu'en est-il de Julian? Victor a presque souri. Le karma était venu pour eux non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité juridique lourdement documentée. Ils avaient adoré l'argent toute leur vie, sacrifiant leur propre fils sur l'autel de la cupidité. Et en fin de compte, c'est leur obsession absolue pour l'argent qui les a laissés complètement démunis et isolés. J'ai refermé le dossier et les fait glisser vers Victor. C'est fini alors. La page est tournée, elle l'est, a convenu doucement Victor. Ils appartiennent à ton passé, Léo. Maintenant, que vas-tu faire de ton avenir? J'ai regardé par l'immense fenêtre du bureau. Observant le soleil de l'après-midi projeter une lumière dorée sur les vastes pelouses verdoyantes de la propriété. J'avais survécu à la tempête. Les coupables avaient été punis. Mais je savais que la véritable victoire ne consistait pas seulement à regarder tomber mes bourreaux. Elle résidait dans ce que je choisirais de bâtir sur le terrain vide qu'ils laissaient derrière eux. C'était un après-midi de dimanche frais et magnifiquement ensoleillé, à la fin du mois d'octobre. Les vastes jardins de la propriété explosaient des rouges profonds et des ors vibrants de l'automne. À l'intérieur du manoir, le silence lourd et étouffant qui hantait autrefois les couloirs avait complètement disparu. À sa place se trouvait le bruit chaleureux et animé des rires, des couverts s'entrechoquant et d'une joie sincère. J'organisais le dîner du dimanche dans la grande salle à manger. Mais les personnes assises autour de la massive table en chêne n'étaient pas mes parents par le sang. C'étaient les personnes qui avaient choisi de se tenir à mes côtés quand je n'avais absolument rien. Thomas était assis au bout, officiellement hors service, sirotant un verre de vin rouge coûteux et racontant une histoire hilarante sur la fois où mon grand-père avait accidentellement déclenché les alarmes de sécurité en essayant de se faufiler dans sa propre cuisine pour manger de la glace au milieu de la nuit. Sarah, la chef cuisinière, riait si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux, faisant passer fièrement de grands plats de poulet rôti et de légumes frais. Victor était assis à côté d'Elena, profondément engagé dans un débat amical sur le droit fiscal des sociétés, bien que tous deux sourient. Je me tenais au bout de la table, regardant ces personnes brillantes, loyales et intrinsèquement bonnes. C'était ma famille. J'avais enfin appris la leçon la plus difficile de ma vie. Le sang fait les parents,
mais la loyauté, le respect et le soutien inconditionnel font la famille. Je n'avais pas besoin de partager l'ADN de ces personnes pour savoir que si le monde s'arrêtait demain, elles seraient juste à mes côtés. Un toast, ai-je dit, me levant et levant mon verre de cidre pétillant. La pièce s'est immédiatement tue, tout le monde se tournant vers moi avec des yeux chaleureux et pleins d'attente. À Winston Sterling, ai-je dit, la voix stable et pleine d'une profonde gratitude. Un homme qui savait que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on garde dans un coffre-fort de banque, mais aux personnes que l'on garde dans sa vie. Et à vous tous pour lui avoir donné raison. Merci d'être ma famille. À Winston, ont-ils répété à l'unisson, levant leur verre, le cristal tintant magnifiquement dans la pièce chaleureuse et doucement éclairée. Le lendemain matin, je me suis rendu en voiture au cimetière privé situé à la lisière de la ville. Je n'ai pas pris de voiture de sport ou de SUV de luxe. J'ai conduit ma vieille Honda Civic cliquetante. Je la gardais comme un rappel quotidien d'exactement d'où je venais et à quel point tout peut changer rapidement. J'ai marché le long des allées de pierre impeccables jusqu'à atteindre la tombe de mon grand-père. La pierre tombale en marbre était simple, élégante et complètement sans prétention, à l'image de la façon dont il avait mené sa vie. Je me suis agenouillé sur l'herbe humide et j'ai posé un grand bouquet de lys blanc frais, sa fleur préférée absolue, contre la base de la pierre. Je suis resté assis là, dans l'air calme du matin, écoutant le vent bruisser à travers les chênes séculaires. « Salut, grand-père » ai-je chuchoté, traçant du bout des doigts les lettres gravées de son nom. Nous avons réussi. L'entreprise est complètement sécurisée. Elena et moi avons officiellement lancé la fondation Winston Sterling pour les arts et l'éducation hier. Nous avons pris 2 milliards de dollars sur les actifs liquides et les avons placés dans une fiducie irrévocable. Nous finançons entièrement des programmes de musique et d'art dans les écoles publiques sous-financées de tout l'État. Nous achetons des instruments pour les enfants qui ne peuvent pas se le permettre, payons les salaires des enseignants en difficulté et construisons des salles de concert dans les quartiers qui ont besoin d'un endroit sûr. J'ai senti une larme chaude couler sur ma joue. Mais ce n'était pas une larme de chagrin. C'était une larme d'une paix profonde et écrasante. Tu avais raison, grand-père, ai-je continué, la voix légèrement brisée. L'argent peut acheter un piano, mais il ne peut pas acheter l'âme. Tu as protégé mon âme. Tu m'as donné l'armure dont j'avais besoin pour les combattre. Ils ont essayé de me briser, mais ils ont échoué. Je suis en sécurité maintenant. Nous sommes tous en sécurité. Une douce rafale de vent a balayé le cimetière, faisant bruisser les feuilles et transportant le parfum sucré des lys blancs dans l'air. J'ai fermé les yeux, laissant la brise fraîche balayer mon visage. Et pendant un instant fugace et magnifique, je jure que je pouvais le sentir assis là, juste à côté de moi, me donnant un petit coup d'épaule sur le banc du piano. Ce soir-là, alors que le soleil descendait sous l'horizon et peignait le ciel de magnifiques nuances de violet et d'or, je me suis assis seul dans le grand hall du manoir. La maison était silencieuse, mais c'était un silence confortable et réconfortant. Je me suis assis sur le banc de cuir du piano à queue Steinway antique de mon grand-père. J'ai ouvert le lourd couvercle en bois, découvrant les touches d'ivoire impeccables. Je n'avais aucune partition devant moi. Je n'en avais pas besoin. J'ai levé les mains, les ai laissées planer au-dessus des touches pendant un bref instant, puis j'ai commencé à jouer. J'ai joué un morceau que j'avais composé moi-même, là-bas dans mon minuscule appartement étroit, il y a des années. Mais cette fois, cela ne sonnait pas petit ni désespéré. La musique a enflé, résonnant magnifiquement contre les hauts murs de marbre, remplissant chaque recoin vide de la vaste propriété de vie, de passion et d'une force indéniable. C'était un hymne à la survie. C'était un chant de victoire. C'était le son d'un homme qui avait enfin revendiqué sa place légitime dans le monde. J'avais perdu mes parents par le sang, mais j'avais gagné ma vie entière. Et alors que le donné accord puissant résonnait dans la nuit, je savais avec une certitude absolue que plus personne ne serait jamais capable de faire taire ma musique. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cela, c'est que votre valeur n'est pas définie par les personnes toxiques qui partagent par hasard votre ADN. Ne laissez jamais personne, en particulier la famille, utiliser la culpabilité ou la manipulation pour voler votre paix ou vos limites. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille ? Avez-vous déjà dû tracer une ligne stricte pour vous protéger des personnes qui étaient censées vous aimer ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.
Restez fort et protégez votre paix.